Coup d'envoi d'une série de conférences littéraires aujourd'hui avec vous, Hervé Letellier, dans le grand auditorium de la BNF à Paris, à suivre en ligne. Et on espère que vous êtes nombreux pour peupler virtuellement ce grand auditorium et suivre avec nous cette discussion. Vous êtes donc le parrain de cette nouvelle édition, vous, le prix Goncourt 2020, Hervé Letellier, mathématicien de formation, étudiant en journaliste, diplômé linguiste, longtemps pilier des papous dans la tête sur France Culture. Vous présidez aujourd'hui l'Oulipo, ce mouvement littéraire qui pratique l'écriture sous contrainte et auquel vous avez d'ailleurs consacré un essai, Esthétique de l'Oulipo. Alors, de votre bibliographie, on peut retenir que vous avez bien connu François Mitterrand, que vous vous attachez très facilement, que vous savez compter la Joconde jusqu'à 100, que tel un amnésique, vous n'avez absolument rien vécu d'inoubliable, que vous venez d'une famille où l'amour, ça ne va pas de soi. Et puis d'ailleurs, on pourrait se dire assez parler d'amour et parlons un peu de littérature ensemble. Vous êtes un homme qui formait peut-être ce soir une exception à la règle, en tout cas qui n'hésitait pas à faire un pas de côté par rapport à la norme. Vous êtes l'auteur de l'anomalie et cette anomalie, c'est peut-être vous. On va essayer de démontrer ensemble durant toute cette heure que vous l'êtes, puisque vous êtes exceptionnel, différent de la norme. Et j'espère du coup que vous ne serez pas vexé si à la fin on a réussi à démontrer ça. Oui, ou que finalement je suis tout à fait normal et que ça va aussi, c'est pas très grave d'être totalement banal. Oui, bon, on va voir. Vous faites rien comme les autres quand même. Et notamment à commencer par ce prix Goncourt 2020 que vous avez reçu en novembre dernier, premier Goncourt virtuel de l'histoire du prix, annoncé par visioconférence et non depuis le célèbre restaurant de Rouen à Paris par un jury confiné. Virtuel mais bien réel, vous l'avez accueilli comment ce Goncourt ? Avec surprise et puis aussi avec patience, parce que c'était quand même un concours qui a été décalé d'un mois, ce qui signifie que pour 4 derniers finalistes, ça a été un long marathon. On arrive au bout et quelqu'un vous dit il vous reste encore 600 mètres à parcourir ou 10 km à parcourir. Donc je l'ai accueilli avec surprise, parce que malgré tout, on a beau penser qu'on a ses chances, au moins une chance sur 4, au moment où vous êtes déclaré couronné de ce prix, il y a tout de même un grand étonnement. Et on pense évidemment à tous les prix Goncourt qu'on a pu lire auparavant, et on se dit quand même, il y a Ajar, il y a Jacques Laurent, il y a toute une série d'auteurs qu'on a beaucoup aimés, et on se dit d'un seul coup, on fait partie de cette liste, et on est un peu étonné. Vous avez tout de suite parlé comme un probabiliste, une chance sur 4. Parmi les finalistes, vous étiez, Hervé Letellier. Si on met tout de suite de côté quand même l'hypothèse Bostrom que vous développez dans l'anomalie, et on garde l'idée que tout ça est quand même bien réel, et que maintenant vous êtes, vous, ce Goncourt 2020. En tout cas, dans cette flèche du temps. Dans cette flèche du temps-là. Voilà. Pour ce roman, l'anomalie, vous vous souvenez du moment où vous êtes allé voir votre éditeur, ou plutôt votre éditrice, puisque c'est une femme chez Gallimard désormais, et que vous lui avez pitché le livre, comme on dit, que vous lui avez raconté l'intention de départ? Oui, c'est Karina Ossine, et elle s'en souvient presque mieux que moi, puisque moi j'étais venu assez excité devant le projet, qui était un projet qui n'était pas totalement abouti, dans le sens où j'avais l'idée générale, qui était l'idée d'un avion qui se dédoublait et qui explorait tout ce qu'engendrait le dédoublement, c'est-à-dire pour un certain nombre de personnages, la question de la confrontation, la question de la collaboration, la question du regard sur soi, donc la question finalement du double, qui est déjà un topos assez classique en littérature. Et je n'avais pas entièrement finalisé ni l'intégralité des personnages, ni l'hypothèse Bostrom qu'on a évoquée, qui m'est venue plus tard. Et en revanche, j'avais l'idée d'un roman qui travaillait sur les genres. Je lui avais expliqué qu'effectivement, j'avais envie de travailler sur différents genres littéraires, de les proposer comme étant un moyen d'associer à chaque fois un type d'écriture à un type de personnage, et que ça pouvait constituer le nœud de la première partie. En revanche, toute une série de structures qui se sont mises en place ultérieurement pour l'écriture concrète du livre, je ne les avais pas du tout en tête. J'avais cette idée de beaucoup de personnages, avec une éditrice qui était un petit peu, disons, pas réticente, mais en tout cas qui hésitait devant ce pléthore de personnages, et qui pensait que ça faisait quand même beaucoup. Vous lui en avez annoncé combien ? Je lui avais dit une dizaine. Il en reste combien ? En fait, il y en a 11. Voilà, il y en avait à peu près 11 à la fin. Et
un jour, un lecteur, il y a peu de temps, m'a envoyé la liste de tous les personnages qui sont mentionnés dans l'ouvrage, et j'étais stupéfait du fait qu'il y en avait presque 80, qui traversent simplement le livre, mais dont le nom est mentionné. Le fait de mentionner un nom, parfois, c'est simplement un effet de réel. C'est-à-dire que les gens prennent une dimension de concret juste parce qu'ils ont un prénom et un nom. Mais quand on fait la liste finale, on se dit « Ah, oui, tiens, un tel existe, ne serait-ce même si c'est un copilote dont on ne parle plus du tout après, il est quand même présent, et au début, on ne sait pas du tout ce qu'il va devenir, peut-être qu'il peut réapparaître. » Donc il y a beaucoup de personnages. Oui. Donc vous arrivez avec cette idée de livre et vous savez que vos personnages, vous allez les situer peut-être dans un avion ou dans un train, enfin dans un endroit qui regroupe en tout cas un certain nombre de personnes pour pouvoir dédoubler. Et c'est en gros l'histoire, ou si on devait résumer simplement l'anomalie, ce livre prix Goncourt 2020, Hervé Letellier, c'est un premier vol en mars et puis un second vol en juin, le même, en fait, avec les mêmes passagers à son bord, qui vont finir à un moment ou à un autre par se rencontrer. Voilà, il y a un printemps entre les deux qui n'existe pas pour ceux du second vol, qui ne l'ont pas vu passer, puisque pour eux, ils ont également décollé en mars. Ça fait 3 mois de vie ou 3 mois d'expérience. 3 mois de vie, 3 mois d'expérience en moins. Ce qui m'intéressait dans ces 3 mois de différence, c'est qu'à la fois, on est les mêmes physiquement en 3 mois, on change assez peu, et même parfois, on peut avoir l'illusion de rajeunir en 3 mois. Mais en revanche, il peut se passer des centaines de choses selon chacun des personnages. Et évidemment, j'ai essayé de faire une sorte de... Bon, j'ai construit, disons, sur une sorte de damier, des caractéristiques de personnages qui tous étaient différents. Et certains tombent malades, certains rencontrent quelqu'un, d'autres se séparent. Donc toutes les situations, enfin, disons, je ne suis pas exhaustif, mais toute une série de situations qui sont en soi constitutives presque à chaque fois d'un type de roman sont présentes. Et évidemment, c'est un roman de roman dans le sens où tous ces personnages confrontés à leur double sont confrontés à leur double à des moments différents de leur vie. Ils sont d'origine de différents endroits de la planète. Et c'est pour ça que l'avion était un peu essentiel, parce que l'avion est un endroit dans lequel des gens qui ne sont pas de toutes les classes sociales, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne prendront jamais l'avion, mais qui en tout cas peuvent à peu près représenter entre la classe économie et la classe affaires tout le panel de ceux qu'on peut trouver dans le monde. Et ils sont d'origine nigériane, d'origine américaine, d'origine française, il y a des Chinois, enfin il y a un peu de tout dans cet avion. Et ça permettait d'avoir justement cette diversité. J'avais envie d'un roman un peu planétaire. Donc ça imposait quand même un vol. Et j'avais envie d'un vol un peu symbolique pour un Français, qui est le Paris-New York, qui en gros est le vol de mon enfance. Vous voyez, c'est quelque chose qui constitue pour un adolescent dans les années 70 l'idée qu'on va s'évader vers ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la planète s'est déplacée, que le centre de gravité se trouve plutôt sur le Pacifique que l'Atlantique. Mais néanmoins, j'ai conservé cette idée d'un vol Paris-New York, même si c'est certain que le vol Los Angeles-Pékin est plus fréquenté. Qui sera peut-être un vol d'avenir. Quel sera le prochain vol d'ailleurs que vous allez faire quand les lignes auront vraiment rouvertes? Ce sera peut-être un Paris-New York? Peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Paris-Bastia. Ça fait un peu moins de 3 mois que vous êtes maintenant à Hervé Letellier, le nouveau Goncourt. Mais il s'est passé quand même des choses, on imagine, pendant ces 2 mois. Vous êtes vous-même un peu dédoublé. Vous êtes peut-être devenu un autre. Est-ce qu'on devient un autre quand on reçoit un prix comme celui-ci? Est-ce que vous sentez déjà la différence? Non, enfin, je ne le sens pas vraiment. D'abord parce que le contexte est quand même un peu un contexte spécial. Donc je me sens aussi différent que toutes les personnes qui aujourd'hui vivent le couvre-feu, le confinement, et je vis les mêmes choses que tout le monde. Déjà, c'est un point très différent. Je pense que les gens qui reçoivent le Goncourt dans une période dite normale, et là c'est une anomalie, sont confrontés à beaucoup de signatures en librairie, beaucoup de déplacements, au moins de déjeuner chez Drouan, qui n'a pas eu lieu, enfin toute une série de choses qui aujourd'hui sont interdites. Donc oui, il n'y a pas une grosse différence. Le deuxième facteur aussi, peut-être, c'est le fait que je reçois ce prix à un moment de ma vie, je ne dirais pas de ma carrière, parce que je ne vois pas tellement les choses comme ça, mais en tout cas de ma vie, qui est je suis tout jeune, quoi, je n'ai pas 25 ans ou 40 ans, donc je reçois après 60 ans, donc j'ai un travail derrière moi, ce qui fait que je ne vais pas changer aujourd'hui d'orientation de travail. Tout est déjà sur des rails, ou une absence de rails en tout cas, et je pense que je vais continuer à travailler pareil. Ce qui fait une grosse différence peut-être pour un auteur qui a, comme moi, des livres derrière lui, c'est que ces livres vont réexister. Beaucoup avaient une vie qui était endormie. Et le dernier, par exemple, qui s'appelle « Toutes les familles heureuses », va ressortir en poche avec sans doute de meilleures conditions
de visibilité. Ce qui est très important pour les livres, c'est qu'ils soient lus. Depuis quelques semaines, les critiques littéraires travaillent un peu à votre postérité quand même, malgré vous, probablement. Vous savez peut-être pas non plus encore ce qu'on retiendra exactement de vous le jour où vous serez mort, comme votre personnage, l'un de vos personnages principaux dans l'Anomalie, Victor Mizel, l'écrivain du roman. Ça vous donne envie de mourir, juste pour voir ça, vous, Hervé Letellier? Ouais, ce qu'on écrit sur vous, ça compte pas? Non, je pense à la phrase de Cohen qui est dans Everybody Knows, une chanson de Cohen qui dit tout le monde sait qu'on est éternel quand on a écrit une ligne ou deux. Je pense qu'il y a un peu d'ironie dans la chanson de Cohen. Voilà, je suis un petit peu partisan de cette ironie. Vous avez écrit des romans, vous avez écrit des essais, vous avez écrit de la poésie, vous avez écrit des pièces de théâtre. Avoir un style reconnaissable parmi mille, cette idée de faire œuvre, est-ce que ça c'est important? Je pense qu'on ne fait pas exprès d'avoir un style. Je ne suis pas dans un projet qui consiste à faire œuvre. J'écris un petit peu depuis que j'écris les livres que j'ai envie d'écrire. Et dès que j'épuise un type de forme, je n'ai pas trop envie d'y revenir. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai fait des fables qu'on peut appeler des fables curieuses. J'en ai fait 40 et je me suis arrêté là. J'ai fait un livre qui est une série de réponses fragmentaires à la question « À quoi tu penses ?» J'en ai fait 1000 et j'ai été amené à en refaire d'autres, mais juste parce que pour les traductions, c'était impossible de respecter le texte originel qui était trop plein de gallicisme et de jeux de mots avec le français. Donc j'ai dû en écrire d'autres pour les traductions. Mais à chaque fois que j'écris un livre, je ne me pose pas la question ni de faire œuvre, ni d'être dans une continuité, je ne pense pas que je vais faire le retour du fils de l'Anomalie, par exemple. Je vois pas tellement la logique de la chose. Donc je pense que l'Anomalie restera un livre qui, a priori, n'aura pas de suite, à moins que je trouve une idée qui relance la machine et qui permette de faire de la fiction, mais de manière différente. Alors l'Anomalie devrait être adaptée en série, alors c'est peut-être ça qui va vous arriver, qu'on vous demande une suite, si la série fonctionne bien, et ça pourra amener à un prochain livre qui montrera une deuxième saison. Oui, c'est vrai, mais l'avantage c'est que lorsqu'on demande une suite dans une série, c'est pas l'auteur qui s'en occupe, c'est un homme qui porte le très beau nom français de showrunner, et qui va essayer de tirer différents fils dans le texte original, dans ce qu'il va appeler la Bible, qui constitue finalement le mémorandum de toute la série, de quoi faire une deuxième saison, une troisième saison, etc. Mais ça, c'est pas du tout mes préoccupations. Je pense que si série il faut abandonner l'idée même de participer de manière importante à... C'est un travail différent, quoi. Il faut absolument abandonner le projet d'être la partie cheville ouvrière d'un tel projet. Et pourtant, vous aimez bien faire toujours différent. Mais d'aller vers ce type d'écriture-là, ça ne vous intéresse pas. Ce qui est étonnant, parce qu'en même temps, dans l'Anomalie, il y a déjà une écriture assez sérielle, comme si vous aviez pensé le livre. C'est une écriture qui est une écriture qu'on peut appeler cinématographique, mais c'est une écriture littéraire cinématographique. C'est-à-dire quelque chose, je pense à... Il y a un romancier qui, pour moi, est un exemple typique d'écriture cinématographique, c'est Belletto ou Gian, qui écrivent souvent avec une imagerie qui est une imagerie... cinématographique ou télévisuel. Moi, je crois que le travail de l'image est un travail très différent de celui des mots. Et je ne saurais pas, à vrai dire, si j'ai affaire à un champ ou un contre-champ, si je dois faire un plan général, un travelling, un zoom. Tout ça, je n'ai pas ce langage-là en tête. J'aurais aimé l'avoir. Hein. C'est quelque chose que j'aimerais apprendre, mais qui n'est pas actuellement... dans mes compétences. Mais je reconnais que la phrase de Godard, un travelling c'est politique, ça m'a toujours intéressé. J'essaie d'imaginer ce que ça signifie et je vois bien que ça a du sens. Mais je ne saurais pas le faire. Et bizarrement, néanmoins, comme tout le monde, je sais décerner en quelques minutes si un film est bon ou mauvais, rien qu'à regarder les images. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui fait qu'on a ce sorte d'instinct par rapport à un bon ou un mauvais film au niveau simplement de la qualité photographique ou de la qualité du cadrage, mais on sait. Et en revanche, on n'a pas la grammaire pour comprendre pourquoi on sait. C'est un peu mon cas. Je vois tout de suite que ça ne convient pas ou que ça convient, mais je ne vois pas pourquoi. Donc je ne saurais pas apprendre aussi rapidement à faire un film avec un texte comme l'Anomalie, qui pour moi est avant tout un texte, et qui d'ailleurs constitue un roman qui est constitué d'une série de chapitres, et qui ne sont pas des épisodes. Un épisode ne peut pas être fait avec le premier chapitre, c'est impossible.
parce que le premier chapitre est un long chapitre de présentation d'un personnage, et qu'on imagine assez mal quelqu'un dans une série accepter un épisode complet sur un personnage, puis un deuxième sur un deuxième personnage, puis au bout de 10 présentations, passer enfin à une fusion. Donc ça me paraît difficile. C'est une autre structure. Et il faut accepter de confier ça à quelqu'un qui sait faire. Quand on a fait... moi, j'ai pas mal écrit de théâtre, et surtout, j'ai eu pas mal de pièces, de textes adaptés en pièces, et je me rends compte que les metteurs en scène ont de bien meilleures idées que moi à partir du texte que j'ai pu écrire, et qu'ils tirent d'un roman ou qu'ils tirent d'un texte plutôt fragmentaire, une pièce qui n'est pas ontologiquement inscrite dans le roman ou dans le texte. Donc ils ont une idée, ils tirent un fil, et moi je ne vois pas ce fil. Eux, ils le voient. Et c'est plutôt intéressant de laisser quelqu'un faire sa propre idée et détricoter votre propre travail pour en faire le sien. J'aime bien ça. Est-ce qu'un roman, c'est politique, pour paraphraser Godard, avec cette idée du travelling? Vous avez eu, et là au sens peut-être même très premier du terme, vous avez eu une jeunesse assez militante, vous, oui. Hervé Letellier. Est-ce que vous mettez une forme d'engagement dans vos romans? Est-ce que vous cherchez aussi à lui donner une dimension politique? Je suis très pervers, c'est-à-dire que je pense que si cet engagement politique est trop visible, ça le dessert. Donc j'essaye de faire passer des idées, mais que ce ne soit pas des messages. Donc, par exemple, dans l'anomalie, je parle de réchauffement climatique, mais j'en fais un thème qui n'est pas le thème du roman, mais qui est un thème parallèle, qui est un thème qui questionne en fait à la fois la manière dont les gens s'accommodent du réchauffement climatique dans une forme qu'on peut définir comme étant un déni. Donc cette question m'intéresse, la question du déni m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en sachant très bien qu'on est dans une voiture qui a quitté la corniche pour appuyer sur le frein et à tourner sur le volant, alors que c'est déjà trop tard. Moi, ça m'intéresse, ce déni, au niveau psychologique. Comment est-ce qu'on arrive à imaginer qu'on va s'en tirer alors qu'en fait, personne ne va s'en tirer? On va peut-être pas le dire à une... J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui écoutent. Mais oui, enfin, pour moi, le message politique, c'est au sens étymologique du mot politique. C'est une manière de s'inscrire dans la cité avec un texte. Et moi, je m'inscris dans la cité, c'est-à-dire je pense que les textes qu'on écrit, ils ont une vocation à décrire le monde tel qu'il est et à donner envie, pas nécessairement de le changer, mais en tout cas de participer à modifier l'esprit de celui qui lit pour qu'il se dise « Ah oui, c'est possible ». Mais ça ne fait pas pour autant un texte militant. Ce n'est pas le séquestré d'Altona de Sartre, c'est pas mon projet. Mon projet est d'inscrire dans tous mes livres, d'ailleurs, il n'y a pas de différence, à chaque fois mes propres positions personnelles sur telle ou telle question. Mais de les passer d'une telle manière qu'elles apparaissent comme naturelles, ce qui est, comme je le disais, une certaine perversité, parce que c'est pas une position, les positions politiques ne sont pas forcément naturelles. Cette idée de ne jamais refaire le même livre, pourquoi? Vous avez peur de vous ennuyer? Mais je pense que je m'ennuierais. Je pense que je ne fais même pas le calcul en commençant un nouveau livre, je fais absolument pas la réflexion de me dire tiens, je vais faire un livre très différent des autres. Il se fabrique un livre très différent des autres sans que j'y pense. Et à chaque fois, je dois avouer que la surprise la plus grande, finalement, en termes de livres, ça a été le livre précédent qui s'appelle Toutes les familles heureuses, et dans lequel j'ai pris un parti pris très différent, qui est celui de raconter la vérité. Donc de ne pas écrire une fiction et d'essayer de travailler sur ce qui était ma famille, mon enfance, de raconter cette période de ma vie qui commence à l'âge de 5-6 ans et qui s'achève lorsque j'ai 22 ans, et d'essayer de le raconter le plus sincèrement possible avec la difficulté qu'on peut avoir à regrouper des souvenirs dans une toile qui est une toile un peu opaque, un peu brumeuse, mais d'essayer d'être honnête, voilà, d'être sincère en tout cas. Et ça, c'était un travail que je n'avais jamais fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant dans la série Miroir, c'est que le premier chapitre de Toutes les familles heureuses, il a été lu ici. C'est-à-dire qu'il a été lu dans le cadre d'un jeudi de l'Oulipo dans le grand auditorium de la BNF, devant un public, parce qu'il fut un temps où il y avait un public au grand auditorium de la BNF, et c'est ce qui m'a encouragé à écrire un livre pareil. Je ne voyais pas au début comment ce livre, qui finalement racontait ma famille, qui racontait ma vie, pouvait intéresser d'autres. Et j'ai raconté donc le premier chapitre, qui est un peu provocateur, dans lequel j'écris que je suis un monstre, en parlant des morts successives de mon beau-père, de mon père,
qui me sont indifférentes. Et à la fin de la lecture, je me souviens que le thème général, c'était filiation. Donc tous mes camarades avaient raconté d'assez beaux textes sur leur rapport à leur famille. Et moi, j'étais là avec cette sorte d'abomination d'un rapport très distancié, très, très indifférent, qui pouvait être choquant. Et à la fin de la lecture, des gens dans le public sont venus me dire « Ah, ça fait du bien !» Parce qu'eux aussi étaient dans ce rapport de non-amour avec la famille et que c'est toujours quelque chose de très difficile à raconter. Alors si ce n'était pas l'amour, la maison Le Tellier, elle reposait sur quel pilier? Bon, elle reposait sur ce qu'on peut appeler le mensonge d'État dans une famille, c'est-à-dire toute une série de non-dits, toute une série de secrets, toute une série de mensonges. Et ça fonctionnait parce que malgré tout, les intérêts individuels font une sorte de solidité collective. Mais si je fais une sorte de bilan de mon enfance, c'était vraiment un univers un peu clos dont je souhaitais m'échapper le plus vite possible. Et dont d'ailleurs je n'avais pas du tout conscience lorsque j'étais enfant que c'était un univers clos, parce que les enfants ne savent pas dans quel univers ils vivent. Je pense que quand Mowgli est élevé par des loups, ils ne se rendent pas compte que c'est anormal. Voilà. Donc c'était dans cette situation d'être élevé non pas par des loups, mais par des gens qui m'étaient très très indifférents et je ne voyais pas du tout en quoi c'était anormal. Sauf que parfois j'allais dans des familles d'amis ou de camarades de classe et je me rendais compte que c'était différent, qu'il y avait une chaleur, qu'il y avait une fratrie, qu'il y avait des rapports père-fils, qu'il y avait des rapports mère-enfant, qui étaient des rapports différents de ceux que je vivais. Et je me disais, ce n'est pas tout à fait ce que je vis, ce n'est pas tout à fait normal. Mais en revanche, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était une anomalie, cette vie familiale. Et l'écrire n'a pas été une thérapie, parce que je l'ai écrit au moment où c'était déjà quelque chose qui était enterré pour moi, révolu, qui n'était plus une douleur. Mais l'écrire a été un peu compliqué, parce qu'il fallait que je sois à la fois dans la sincérité et pas dans la vengeance, que je sois dans l'honnêteté et pas dans l'invention. Enfin, c'était une sorte de fil d'équilibre entre ce que je voulais raconter et ce que je pouvais raconter. Vous avez attendu le bon moment pour l'écrire? Oui, oui, j'ai attendu un moment qui était possible pour moi, c'est-à-dire le moment où ma mère avait quitté le monde réel, parce qu'elle était atteinte d'une maladie qui lui interdisait de me lire, par exemple, et donc d'être confronté à la lecture de ce texte. Et au moment où mon beau-père et mon père étaient décédés, et donc je pouvais en parler de manière libre. J'avais aussi une famille des cousins dont je souhaitais pas, à qui je ne souhaitais pas faire de mal, et donc je réfléchissais aussi comment je pouvais raconter les choses, mais ce qui ne m'interdisait pas néanmoins de dire tout ce que je pensais possible. Et vous êtes censuré du coup dans l'écriture de ce livre? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je me censure pas. Faire si mal finalement? Bon, ce qui peut faire mal, c'est révéler des secrets de famille qui ne sont pas censés être révélés dans une famille dans laquelle tout a été un petit peu caché, masqué, occulté, où on n'a pas cessé de cacher à des enfants que telle ou telle dame de la famille avait vécu je ne sais pas moi, un avortement, voilà, toute une série de choses que moi j'ai découvertes et qui étaient constitutives, qui n'avaient d'intérêt à être racontées que parce que ça participait de ma propre constitution, de ma propre, oui c'est ça, de ma propre éducation. C'est-à-dire que ça n'avait d'intérêt de raconter ces choses que si je voyais que ça jouait un rôle par rapport à moi. Et donc j'ai fait un tri qui était un tri logique par rapport à un projet qui était un projet vraiment personnel. Mon but n'était pas de raconter une saga familiale, mais de raconter l'échappement d'un enfant. Donc ce n'est pas tout à fait le même projet, et je me suis limité donc à raconter l'échappement d'un enfant qui était moi. Qui a cru en vous comme écrivain? Qui vous a poussé vers l'écriture? Votre mère, du coup, elle n'a peut-être pas lu ce livre, mais elle n'aura pas lu l'Anomalie non plus. Elle n'aura pas vu ce concours? Non, les amis. Je pense que j'ai commencé par... alors, quand on commence à écrire, je pense qu'on commence à écrire très jeune. Je me souviens d'un interview de Raymond Queneau, je ne sais plus, c'était un document INA, peut-être interview par Charpentier, et on demande à Raymond Queneau, quand avez-vous commencé à écrire? Et là, il y a un long silence tellement typique de Queneau, ça dure au moins 10 secondes, donc c'est long, 10 secondes, hein. Et il fait 5 ans. Donc,
L'intervieweur est totalement désarçonné parce qu'il ne s'attendait pas du tout à une réponse pareille. Donc il lui répond simplement quand est-ce qu'il a commencé à écrire avec un stylo, ce qui n'est pas du tout la vraie question. Moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans, 13-14 ans. Et je faisais pareil. C'est-à-dire que j'avais des livres qui me plaisaient, qui pouvaient être des livres de Vian, des livres de Sternberg, des livres de Gary, mais aussi des livres de Frédéric Brown, qui est un écrivain américain de science-fiction, de western et de policier. Je l'ai connu uniquement en science-fiction, puis après j'ai lu quelques autres textes de lui. Donc voilà, des livres que j'aimais beaucoup et qui étaient souvent des formes courtes, donc des choses dans lesquelles je pouvais me lancer sans prendre trop de risques. Et à l'âge de 13, 14, 15 ans, j'écrivais des petites nouvelles de qualité médiocre, mais je faisais pareil, j'essayais de faire pareil. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis comme je n'écrivais pas pour moi, je montrais ça à des amis qui trouvaient ça amusant, ou voilà, et j'ai commencé comme ça. Alors on imagine que l'échappatoire, c'était aussi ça, c'était l'écriture, oui, c'était la lecture aussi beaucoup, peut-être l'engagement qu'on évoquait tout à l'heure, tout ce qui peut aussi former la jeunesse et aussi permettre à l'imagination de s'échapper. Et puis aussi tout ce qui constitue une deuxième famille. Ouais. Et vous avez parlé, et un deuxième moi peut-être aussi, parce que vous avez cité Romain Gary, Émile Ajar, cette idée du double, elle était déjà présente là dans vos lectures, et elle n'a finalement jamais cessé de vous suivre comme écrivain, après comme romancier, hein, l'idée de vous dédoubler vous-même, Hervé Letellier. Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, d'abord j'ai découvert Ajar au moment de la mort d'Ajar, c'est-à-dire donc il meurt en 80, donc moi j'ai 23 ans, donc ça veut dire qu'au moment où Ajar meurt, j'ai moi lu Romain Gary et j'ai lu Émile Ajar sans penser une seule seconde que c'était la seule et même personne. Voilà. Donc après, oui, le thème du double, j'ai plutôt vu à travers des romans comme ceux de Calvino, par exemple Le Vicomte Pourfendu. Le Vicomte Pourfendu qui quand même est l'idée d'un double, puisque c'est un homme coupé en deux qui part à la recherche de sa moitié. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait toujours intéressé et fasciné. Mais, et puis j'avais lu évidemment des textes comme Le double de Dostoïevski, que je trouvais vraiment des romans intéressants, ou une nouvelle de Gogol, dont j'ai oublié le nom, mais qui m'intéressait parce qu'effectivement, ça parlait de la question de la confrontation à soi, à un vrai soi, ou, je ne sais plus, un texte de Hawthorne, une nouvelle de Hawthorne qui se trouve dans La lettre écarlate, je ne sais plus, où aussi le thème du double est très présent. Donc c'était assez vrai, mais en revanche, je n'ai pas l'impression que moi je me sois dédoublé. Je pense que dans aucun de mes livres n'est l'objet d'une sorte de dichotomie ou d'une schizophrénie. Comme dans les amnésiques, j'ai écrit la phrase « La schizophrénie et moi, ça fait 3 », mais c'est pour rire. Non, mais il y a quand même, à travers tous vos personnages aussi, ce dédoublement. Si on prend l'exemple de moi et Mitterrand, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet-là, qui a commencé tout petit et qui s'est prolongé, allongé, agrandi au fur et à mesure, dans ce personnage qu'il a fallu développer, étayer, à qui il a fallu trouver une vie, une psychologie? Oui. Alors, le moi est en vous d'abord. Hein. Le moi est en moi. Oui, parce que le moi, en fait, c'est celui qui écrit une lettre. Voilà. Alors, à François Mitterrand et qui reçoit réponse. C'est ça. Alors c'est une idée qui est, une fois de plus, née ici. C'est-à-dire qu'il y a une bonne douzaine d'années, j'ai dû écrire dans un cadre d'un jeudi une petite texte assez court qui était un texte d'un homme qui portait mon nom et qui écrivait à François Mitterrand une lettre, puis recevait la lettre type de l'Élysée, qui est une lettre toujours la même. Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre du temps. Ne doutez pas, cher monsieur, que vos remarques recevront toute l'attention qu'elles méritent, etc. Et il prend cette lettre pour une lettre très personnelle, il répond, il reçoit la même lettre, et il commence par se dire « Tout de suite, j'ai reconnu le style de François ». Alors que c'est vraiment la lettre type qu'on reçoit de l'Élysée. Et puis c'était un texte très court qui devait durer 5 à 6 minutes. Et il est tombé, quelqu'un l'a vu, qui s'appelle François Morel, et François m'a demandé... parce que je connais assez bien François, et il trouvait que c'était un texte qui méritait d'être développé. Et je me suis dit que passer de 8 minutes à 1h15 de texte, ça devait être vraiment intéressant avec une idée aussi plate. Et effectivement, ça demande un travail qui est un travail d'élaboration, de savoir comment est-ce qu'une idée extrêmement simple, un type qui reçoit toujours la même lettre,
du président de la République et qui à chaque fois pense que c'est une lettre qui lui est destinée, comment est-ce qu'on peut faire durer ça sur 1h15 sur scène, avec cette idée unique de cet auteur, de ce personnage, une sorte de gentilhomme flaubertien qui reste chez lui habillé en chemise, en chemise de nuit ou presque, et qui croit entretenir une correspondance avec tous les grands de ce monde, en tout cas tous les présidents successifs. Donc c'était un travail qui, lui, était un travail... et qui va être déçu par les suivants. N'est pas François Mitterrand qui veut. Non, n'est pas François Mitterrand qui veut, et quand même, il aime bien Chirac, quand même, parce que Chirac, il le trouve sympa. Il lui répond toujours également à la même lettre, mais il le trouve sympa. Et moi, j'aimais bien cette idée de reprendre tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on a sur les présidents. C'est-à-dire que Mitterrand était une sorte d'écrivain altier, et une sorte de vrai homme d'État qui l'impressionnait terriblement. Juste après, il y avait Chirac, qu'il trouvait quand même assez sympa, à boire des Corona et à manger de la tête de veau. Après, il y avait Sarkozy, il était très déçu par Sarkozy. Enfin, il y avait toute cette succession de ce qu'on trimballe comme imagerie politique des différents présidents qui m'intéressait à traiter. Oui. Vous évoquiez vos influences, les écrivains qui ont compté pour vous quand vous étiez plus jeune, et puis par la suite, il y en a beaucoup d'autres. On va peut-être aussi les citer au fur et à mesure de cette discussion, Hervé Letellier, mais vous dites aussi que tout écrivain crée ses propres prédécesseurs. Hein, et vous dites à la manière de Pierre Bayard qu'il y a une forme de plagiat par anticipation qui peut se faire aussi. C'est une autre manière qui vous semble intéressante d'envisager aussi la filiation en littérature, oui. De pas simplement penser à ceux qui nous précèdent, mais aussi de penser à ceux qui nous succèdent, ou le sens inverse en fait. Oui. La phrase est de Borges, donc je l'ai reprise parce que je la trouve formidable, cette idée borgésienne qu'effectivement les écrivains créent leurs propres prédécesseurs. C'est qu'au fur et à mesure que s'écrit l'histoire de la littérature, les historiens de la littérature voient des filiations là où parfois n'existent pas. Et je me suis toujours demandé finalement qui avaient été les lecteurs, quels étaient les livres qu'avait lus par exemple Romain Gary, qu'est-ce qui avait servi à Romain Gary pour devenir Romain Gary, etc. Je me suis intéressé à ce qu'avait pu lire à un moment donné Alphonse Allais aussi. J'ai regardé aussi les livres qu'avait lu Pérec. On voit bien que dans La vie mode d'emploi, Pérec rend hommage à tous ceux qui l'ont construit. Ça va de Flaubert, en passant par Jules Verne, en passant par Cortázar. Et donc on est toujours, comment dire, on est sous influence. Moi, je n'ai rien contre l'idée d'être sous influence. J'ai toujours cette impression que, d'abord, c'est un sentiment très sot en littérature que d'avoir peur d'être influencé. Il n'y a pas plus bête que ça. D'autant plus que l'influence n'existe pas en littérature. Ce qui se passe, c'est qu'en lisant un texte d'un auteur, ça fait écho en nous à quelque chose. Et c'est ça qui fait l'influence. Quand on lit un texte de Borges, de Musil, de Kafka, quelque chose vient cogner chez nous et on se dit, tiens, ça c'est quelque chose qui m'appartient d'une certaine manière, même si c'est kafkaïen, même si c'est Borges, ça m'appartient. Et cette appartenance, elle est instinctive. On voit en lisant un texte que c'est pas qu'on aurait pu l'écrire, c'est pas qu'on aurait eu envie de l'écrire à la place d'eux, mais c'est quelque chose qui fait écho. Et ça va nous influencer dans notre travail, qu'on le veuille ou non. Mais c'est une influence qui est, une fois de plus, une influence qui vient s'accrocher à quelque chose qui nous est propre. Donc c'est pas tout à fait un déplacement de notre travail vers ailleurs, c'est un approfondissement de notre travail grâce à. Et c'est tout de même très différent. On n'est pas déporté. J'ai jamais eu l'impression que la lecture d'un auteur me déportait vers quelque chose qui n'était pas moi. J'ai toujours pensé que la lecture d'un auteur m'apportait quelque chose à moi et me permettait d'approfondir quelque chose qui était déjà moi. Alors, évidemment, c'est intéressant de voir que lorsqu'on découvre un nouvel auteur et qu'on est stupéfait de voir qu'on a réussi à vivre sans l'avoir lu avant, ça m'a fait ça avec Bolagno, par exemple. J'ai découvert Bolagno et je me suis dit, tiens, mais comment j'ai pu vivre sans connaître Bolagno, on se rend compte que néanmoins c'est pareil. On découvre chez Bolagno des choses qui nous sont proches et qu'on a déjà un peu fait. On a déjà un peu fait pareil. Et donc ce sont des plagiats par anticipation. Ce sont des gens qui ont fait comme nous mais avant. Et effectivement, on a créé ses propres prédécesseurs. On découvre chez un auteur quelqu'un qui a fait comme nous avant. Pérec découvrait souvent ça. Il découvrait souvent chez les auteurs des gens qui avaient fait comme lui avant. Et je trouve que c'est une démarche assez saine
de se laisser influencer, de se laisser prendre par une écriture qui n'est pas nôtre, mais qui va porter ses fruits et qui va nous transformer et nous permettre, pas forcément stylistiquement, mais en tout cas au niveau des thématiques, au niveau des lieux d'où s'écrivent les livres, de travailler différemment. Parce qu'il y a toujours un point d'où on écrit un livre. On est en direct de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Peut-être un mot justement de votre bibliothèque à vous, à propos de Pérec. Dans Pensée classée, il se demande comment ranger sa bibliothèque. Comment vous rangez-vous la vôtre? Moi, je la range très banalement. D'abord, je la range mal. Donc, il y a toujours des livres qui traînent et au bout d'un moment, je craque et je me rends compte qu'il y a 500 bouquins qui ne sont pas rangés, qu'il faudrait que je le fasse. Mais je les range de manière alphabétique. Dans Pensée classée, il y a toute une série de possibilités de classement, date d'édition, etc. Et un jour, un ami m'avait dit, je pense que la meilleure façon de classer une bibliothèque, mais personne ne le fait, c'est de classer selon la date de naissance de la mère de l'auteur. J'ai trouvé ça plutôt formidable comme concept. Et il avait argumenté en disant, finalement, un auteur, c'est le fruit d'une transmission, c'est le fruit d'un rapport au monde. Et donc, quand on prend finalement la date de naissance de la mère, on va supposer que si on classe, les auteurs qui sont sous l'influence de leur mère vont finalement, ou de leur famille en tout cas, vont trouver une place tout à fait ordonnée dans cette logique de la mère de l'auteur. Moi, je range de manière alphabétique. La vôtre, votre mère, elle est née en quelle année? En 29. Ça nous dit quoi de vous? C'est la crise, hein. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Mais 29, ce n'est pas une très bonne année au niveau économique, hein, quand même, il faut bien le dire. Bon, pas crise d'inspiration. Pour autant, est-ce que vous avez encore envie d'écrire aujourd'hui? Est-ce que ce Goncourt est en train de vous sidérer, de vous paralyser? Ou est-ce que vous avez déjà l'idée du prochain livre? Est-ce que vous pensez que ça va vous donner des ailes? Très sincèrement, ce qui me sidère le plus en ce moment, c'est plutôt l'atmosphère dans laquelle on vit. C'est-à-dire entre les deux confinements auxquels on a eu droit, je n'ai pas réussi à travailler, avec beaucoup de difficultés en tout cas. Donc j'ai fait d'autres choses. Là, je suis sur du théâtre. J'ai pas mal fait de théâtre et je continue à en faire. Donc je pense que la prochaine chose qui va sortir, ce sont 2 pièces sur lesquelles je bosse actuellement. Et également un recueil de contes qui, lui, est une sorte de work in progress qui ne cesse jamais et que j'enrichis d'une dizaine de contes tous les 2 mois à peu près, à l'occasion de la parution d'un petit magazine, un petit fanzine auquel je collabore avec d'autres d'ailleurs, avec Chevillard, avec Les Croards, avec Kilofer, qui s'appelle Mon Lapin Quotidien, qui est un petit magazine pour lequel on peut faire un tout petit peu de publicité parce qu'on a du mal à le faire vivre, alors qu'il est très grand. Alors vous avez déjà écrit des romans d'amour, vous avez déjà écrit, on le disait, des recueils de poésie, du théâtre, du polar, presque de la science-fiction, en tout cas une forme de roman d'anticipation aussi avec l'Anomalie. Qu'est-ce qui vous reste à écrire? Une grande saga historique ou... Oui, c'est vrai, une saga historique. C'est-à-dire un roman qui se déroulerait dans un siècle qui n'est pas le nôtre, qui serait un siècle suffisamment lointain pour que j'ai un travail de réflexion à faire sur la période, sur la manière dont on vivait, la manière dont on pensait, la manière dont on était en interaction avec les autres. Et donc j'aimerais une période très, très ancienne. J'aime bien la fin de l'Empire romain. Donc je m'interroge à ce qui se passe à la chute de l'Empire romain. Et c'est peut-être cette période-là qui m'intéresserait le plus, d'abord parce qu'elle est assez ouverte, on connaît assez peu de choses. Et je me demande quels sont les rapports entre les parents et les enfants, entre les hommes et les femmes, entre les différentes castes, entre les différentes classes sociales, la naissance du christianisme, la fin du paganisme, l'émergence de puissances nouvelles, l'arrivée de ce qu'on appelle les barbares, qui n'en sont pas nécessairement... voilà, ce sont des moments qui m'intéressent et sur lesquels j'aimerais travailler. Mais ça, par exemple, l'idée, elle vient d'où? L'idée de ce prochain roman, comme celle des précédents, en fait. C'est ça aussi, les secrets de fabrication. D'où viennent les idées ou d'où viennent les bonnes idées dont on fait des livres? Ou les mauvaises. Hein. Vous en faites des livres aussi avec les mauvaises? Non, parce qu'on les abandonne, mais en tout cas, elles servent de canevas pendant un certain temps à un projet. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, cette idée de travailler sur cette période du
du IVe siècle. Mais on peut très bien commencer à travailler là-dedans et puis se diriger vers autre chose qui va être un mélange entre le siècle actuel et puis le IVe siècle. Je pense à 2 livres qui fonctionnent comme ça et qui sont respectivement Les Fleurs bleues de Queneau, qui font des allers-retours entre le Moyen-Âge et le monde moderne de Queneau, ou un livre comme par exemple un livre de Richard Brautigan qui s'appelle Un privé à Babylone, où c'est l'histoire d'un privé qui habite à New York mais qui, chaque fois qu'il s'endort, se retrouve à Babylone en pleine Antiquité. Donc, c'est pas parce que cette idée de travail sur le IVe siècle est une idée de départ que c'est la bonne idée pour la fin. Peut-être que ça va devenir autre chose. C'est assez casse-gueule, le roman historique. Hein. Il faut à la fois beaucoup interviewer d'historiens et de sociologues de l'époque pour comprendre comment fonctionne une société. Or, ce qu'on a envie de faire, c'est, lorsqu'on fait un roman historique, de ne pas plaquer une psychologie d'aujourd'hui sur des personnages de cette époque. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien primitif? Qu'est-ce que c'est qu'un romain? Qu'est-ce que c'est qu'un barbare, entre guillemets, un germain ou un celte? Qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel il y a plusieurs dieux? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, il faut essayer de réfléchir avant de créer des personnages qui sont dans ce monde-là. Mais ça devient intéressant. Un des problèmes principaux, par exemple, que je trouve en lisant Le nom de la rose, de Eco, que j'aime beaucoup, c'est je me demande dans quelle mesure le succès de ce livre n'est pas lié au fait aussi que le personnage principal, le héros, est déjà un homme moderne. On s'identifie à lui assez facilement parce que c'est un homme moderne. C'est un franciscain qui à s'affronter aux dominicains et à un clergé extrêmement rétrograde, enfin disons très rigide, mais cet homme est moderne. Est-ce que cet homme existe? Est-ce que ce n'est pas un artifice romanesque qui fait que le roman est un formidable succès, mais est-ce que cet homme existe vraiment? Et c'est une question qu'on peut se poser, hein, parce que il est très séduisant, mais est-ce qu'il existe? Est-ce que vous êtes déjà retourné voir votre éditrice avec cette nouvelle idée? Non. Non. Si elle regarde, elle le découvre, elle s'arrache les cheveux. L'anomalie, elle vous avait dit que ce n'était pas un très bon titre d'ailleurs au départ. Hein. Oui, ouais. C'est-à-dire que les titres, c'est compliqué. Hein. C'est aujourd'hui un très bon titre. Mais si ce livre avait été un échec, j'aurais accusé le titre. Pourquoi c'est devenu un très bon titre? Par la force de quoi? Par la force des choses, par le fait qu'il est extrêmement facile à mémoriser, en fait, que c'est devenu une anomalie littéraire, une anomalie dans la rentrée, qu'au fond, il correspondait à ce que je voulais, puisque c'était, pour moi, anomalie, c'était en référence à l'informatique, en référence à ce qu'on appelle la continuité en mathématiques, et anomalie aussi en termes de travail littéraire, parce que c'était quand même un projet littéraire qui était un petit peu anormal. Différents genres, beaucoup de personnages, c'est une sorte d'anomalie. Mais oui, c'était pas un formidable titre, d'ailleurs, c'était pas celui que j'avais au départ, puisque je voulais l'appeler au début L'incident de Dostoïevski, en référence au double de Dostoïevski, mais c'était pas un très bon titre non plus. Non, mais les titres, c'est compliqué, parce qu'il y a une formule, je ne sais plus de qui elle est, mais les beaux titres sont dangereux. La formule, c'était « ne parfumons ». Je crois que c'est Cocteau qui parle des titres de livres et qui dit « ne parfumons pas nos roses ». Donc il ne faut pas un trop beau titre pour que ça fonctionne. Et puis parfois, les titres sont excellents lorsqu'ils n'ont rien à voir avec le texte lui-même. L'automne est Pékin. L'automne et Pékin, pour moi, c'est un formidable titre parce que ça ne se passe pas en automne et ce n'est pas à Pékin. Donc, et tout le monde s'en souvient de l'automne de Pékin. En plus, il y a une sonorité extraordinaire dans ce titre. Vous parliez de... Ça aurait dû être quoi? Pas l'anomalie? Le Dostoïevski? L'incident Dostoïevski. Ça ressemble un peu au titre que Yann Janvier, dans Assez parler d'amour, voulait donner, là encore, à son livre, à son roman, Les dominos abkhazes. Et son beau-père n'est pas très convaincu de la force du titre non plus. Hein. Oui, c'est aussi un roman dans lequel il y a un romancier. Oui. Il y a pas mal de points communs, d'ailleurs, entre Assez parler d'amour et l'anomalie. Écrivain. Il a longtemps hésité à se définir ainsi, Yann Janvier, hein, mais il vit dans les mots et il a fini par en vivre, pas aussi confortablement qu'il le souhaiterait, mais bien mieux qu'il ne le soupçonnait. Ses éditeurs lui assurent « Tu as des lecteurs, mais tu n'as pas encore rencontré ton vrai public. Yves doute être du genre à avoir un vrai public. » Oui, c'est un garçon très sain.
Non, mais il a un rapport au monde tout à fait raisonnable. Vous doutez aussi Oui, d'avoir un vrai public? je pense qu'il faut douter. Je pense qu'une des caractéristiques... ce qui sauve l'écrivain, c'est de douter. Je pense que si on pense qu'on a un vrai public, on va écrire pour lui. Alors, il faut avoir un lecteur implicite, mais c'est pas pareil d'avoir un lecteur implicite que d'avoir un vrai public. Le lecteur implicite, c'est quelqu'un qui est un peu comme nous, qui a envie de lire les choses qu'on a envie d'écrire, et à qui on va proposer un livre qui va lui plaire. C'est mon lecteur implicite. J'écris pour quelqu'un qui est mon double. Mais si je pense que j'ai un public, je suis perdu parce que je vais écrire pour quelqu'un que je ne connais pas du tout et qui est très très différent selon le livre qu'il a lu. Et là, je ne vais pas savoir à qui m'adresser. Donc je préfère douter, écrire pour moi et prendre le risque de ne pas satisfaire tout le monde. Quand on écrit des fragments, j'en discutais il y a peu de temps avec une amie, les fragments qu'on propose, donc des textes courts constitués de nombreux petits aphorismes par exemple, les lecteurs qu'on a viennent toujours vous dire en disant « j'ai pas du tout aimé celui-là ». Et c'est jamais le même. Donc on peut pas faire confiance entre guillemets à son public. Il faut écrire pour soi et puis parfois accepter de le décevoir, accepter qu'il ait du mal à accrocher sur un passage. Dans tous les romans, les lecteurs viennent vous voir. J'ai pas du tout aimé le passage le chapitre 12, j'ai pas aimé le chapitre 10. Bon, c'est pas grave, passe au-dessus. Alors au début, il doute, Yann Janvier, à se définir comme tel, comme écrivain. Yves, j'ai dit Yann? Oui, ouais, Yves. Ouais. Pardon. Et puis, Yves, un jour, réalise qu'il est écrivain. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous lire, en fait, plutôt, pourquoi, à quel moment? C'est tout? Non, c'est là. Ça commence par... Ah oui. Yves est écrivain, puisqu'il ne pourrait écrire sans honte, infinie tendresse, fusillé du regard ou éperdument amoureux. De temps à autre, sommeil pesant, traverser l'existence, griffonner à la hâte, lui échappe. Décelant le cliché après publication, il s'en désole. Il place souvent des virgules inutiles aussi, qu'il extermine ensuite impitoyablement. Il a trop lu pour ne pas savoir qu'écrire bien, c'est écrire mal, comme disait l'autre. Il voudrait que toute phrase lui échappe, le surprenne, que cette surprise ne s'affadisse jamais. Il se relit, s'exaspère de retrouver ici cette tic d'écriture. Alors, il efface la sonorité séduisante, la tournure élégante, il traque le pléonasme littéraire, détruit le rythme ternaire qui lui vient inconsciemment. Parfois, du premier jet, il ne reste rien, sinon une simple ossature. Giacometti, pour saisir le noyau de la vie, ôtait sans cesse la glaise autour du fil de fer. La langue que triture Yves Janvier est son ennemi, il la sait trop exotique et trop intime. Ses mots tentent de peindre le réel, comme des dalles recouvrent une terre battue, mais ici et là, l'herbe rebelle s'échappe. Toujours il pourrait raturer, toujours il pourrait reprendre. Il cherche le miracle, la grâce absolue, et ne la ressent que chez les autres. Il ignore si l'insatisfaction est la preuve de l'artiste. Ça, c'est une belle définition de l'écrivain. Oui. Peut-être vous ressentez un peu comme lui quand vous écrivez, c'est-à-dire... et vous écrivez très très bien, Hervé Letellier, mais est-ce que vous faites aussi parfois un peu exprès de salir, de saloper vos phrases, parce que vous ne voulez pas que ça sonne trop bien, trop juste? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, parfois je fais 3 alexandrins de suite, et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est des alexandrins. Donc je casse, je sors violet, je mets rouge. Je déplace pour qu'il y ait une rupture, et que je reste dans une mélodie qui est celle de la prose, et pas que j'aille vers quelque chose qui est quelque chose quasi atavique, qui est l'alexandrin. Et ça m'arrive souvent. Et pas forcément sur des rythmiques qui sont celles de l'alexandrin, ce qu'on appelle l'alexandrin ferroviaire, tatati, tatata, tatati, tatata, mais des choses qui sont de l'ordre de la rythmique dont on n'a pas envie. Pour moi, la phrase par excellence, c'est le début de Flaubert, Salammbô, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar, où là, c'est d'une rythmique complètement brisée, et où on ne retrouve rien d'une structure qui est une structure langagière influencée par la poésie classique. Et c'est brisé. Je pense que Flaubert, qui passait parfois des heures et des heures sur une phrase, a calculé cette première phrase de Salammbô de manière à ce qu'il n'y ait absolument pas la possibilité de s'accrocher à une rythmique. Il n'y a pas de rythmique. Et c'est forcément voulu. Est-ce qu'on peut dire que ça vous agace, en fait, les écrivains qui s'écoutent un peu trop écrire, ou ceux qui placent aussi dans leurs textes constamment des références bien visibles pour montrer qu'ils sont aussi très, très cultivés et qui font de l'intertextualité en permanence? Ça m'agace. Et pourtant, il y en a des références dans l'anomalie. Il y a intertextualité et intertextualité.
Non, moi, ce qui m'agace, c'est la joliesse. Donc, j'essaie d'éviter la joliesse. Mais parfois, ça m'échappe. Hein. Je veux dire, je suis pas exempt Enfin, il m'arrive de trébucher, de tomber, et comme disait l'autre, le bon Homère sommeille quelquefois. Donc, bon, parfois, je me laisse influencer. Il y a je crois que c'est Rimbaud qui disait « Je tiens absolument à cette virgule ». Donc parfois on tient absolument à quelque chose et on s'accroche pour le conserver. Mais de temps en temps aussi, on rature et on rature sans cesse. Moi, j'essaye de considérer qu'un livre, je l'abandonne. Parce que sinon, je peux indéfiniment reprendre mon livre. Et parfois même, je regrette en relisant des phrases que j'ai pu écrire, non pas parce qu'elles ne conviennent pas, mais parce qu'au moment où je les relis, elles ne me vont pas. Mais si je les relis le lendemain, ça va m'aller. Donc, il y a un rapport à son propre texte qui est un rapport de nécessaire distance. Et je reste persuadé qu'on peut être la même personne et pas écrire le même livre à plusieurs heures d'intervalle, même. Ne pas écrire le même paragraphe, juste parce qu'on est différent à deux moments différents. Aucun auteur n'écrit le livre du lecteur, aucun lecteur ne lit le livre de l'auteur. Le point final à la limite, peut-être leur point commun. Ça, c'est ce que dit Victor dans l'Anomalie, paru chez Gallimard, Hervé Letellier. Alors du coup, comment vous faites pour jouer avec votre lecteur? Comment vous essayez de l'inclure dans votre écriture? Je suis toujours... il existe toujours pour moi. C'est-à-dire, comme je le disais, c'est ce lecteur implicite qui d'ailleurs, très sincèrement, ça peut paraître là aussi une coquetterie de le dire, mais c'est un peu un ami, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai envie d'avoir comme ami, ce lecteur implicite. Donc je suis toujours à travailler pour lui. Je n'ai pas très envie, lorsque j'écris un livre comme l'Anomalie, de le perdre. Donc je veux le garder du début à la fin. En même temps, je ne veux pas non plus que ce soit un simple camarade et m'abaisser à le mépriser. Donc je lui propose des jeux qui sont des jeux un peu complexes. Et je suis toujours à lui dire je suis désolé qu'il y ait encore un personnage différent à te proposer, mais il y en aura quand même un, et tu vas quand même le lire, ce nouveau personnage. Donc ce lecteur, je le traite comme un ami, mais un ami à qui je propose des choses complexes. Néanmoins, je dois avouer que j'ai supprimé des personnages parce que je trouvais qu'il y en avait trop. Et que j'ai estimé que ça allait bien. J'étais arrivé sans aller à l'exhaustivité, j'étais arrivé à une sorte de liste de personnages nécessaires et suffisants pour traiter la chose dont je voulais parler. Et je réfléchissais en fait au lecteur en supprimant ce nouveau personnage, en me disant non mais ça va faire... Je suis à la limite de ce qui est le procédé. Je n'y suis pas encore, mais si j'en rajoute un, ça devient un procédé. Et j'ai même supprimé un chapitre qui s'appelait « Les autres » et qui était tous les personnages que je n'avais pas traités mais que j'aurais pu traiter. Et là, je trouvais qu'on sortait du roman. Et je ne voulais pas sortir du roman. Je voulais proposer un roman linéaire qui ne soit jamais un roman méta, c'est-à-dire un roman dans lequel le roman parle du roman lui-même. Sauf qu'à la fin, évidemment, je reviens au roman méta, c'est-à-dire que le dernier chapitre, l'ultime chapitre, est un roman du roman, dans lequel je boucle tout et dans lequel je travaille sur ce bouclage. Je travaille sur cette conclusion, sur ce qu'on appelle le dénouement, qui en fait n'existe pas. Il n'y a pas de dénouement dans un roman. En fait, c'est le contraire. C'est un nœud. C'est-à-dire qu'on tire le nœud et la fin du roman s'achève au moment où on a bouclé. Et donc, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un dénouement, alors qu'en fait, on ne dénoue pas, on nœud. Donc il y a le procédé et il y a la contrainte. La contrainte, c'est le plaisir de la trouvaille, c'est le plaisir de l'équation à résoudre, c'est le cadre peut-être au sein duquel l'inventivité va pouvoir s'exprimer ou se déployer. On peut citer parmi les livres de vous qu'on a amenés ici, qui sont sur cette table à la BNF à Paris, où nous sommes pour discuter pour quelques minutes encore, Hervé Letellier, à l'occasion de cette masterclass avec France Culture. Les opossums célèbres, c'est ce recueil de poésie que vous avez, où vous avez contracté, fusionné des noms d'animaux et de personnalités. On peut prendre l'exemple du Haut Marilyn Monroe, à déguster à froid, quoique certains l'aiment chaud. Écrivez-vous, Hervé Letellier, on aura aperçu. Alors ça, c'est typique. Le clin d'œil, oui. Comment vous avez procédé là? Non, c'est typique du rapport amical. Au lecteur. Au lecteur. C'est-à-dire que ça ne marche pas avec tout le monde. C'est-à-dire que je propose le Haut Marilyn Monroe, mais si je lis la poésie, le Haut Marilyn Monroe, ça ne marche que si on connaît Marilyn Monroe.
si on sait qu'elle prenait des somnifères, si on sait qu'elle a joué dans certains lame shows, si on sait qu'elle a joué dans Les hommes préfèrent les blondes. Et donc, si on n'a pas tout ce corpus, disons, qui constitue le personnage qui était Marilyn Monroe, la poésie ne marche pas. Donc, on voit que l'ami pour qui j'écris, ce lecteur, je suis un peu exigeant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse ces choses-là, sinon ça ne marche pas. Et j'ai déjà fait l'expérience de lire ces textes-là devant une classe de terminale, avec un flop absolument formidable, parce que je faisais référence à des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec leur culture. Et ce n'était pas grave, mais simplement, il faut savoir que parfois, lorsqu'on joue sur l'intertextualité, on prend des risques inconsidérés. Une fois, je vous demandais ce que c'était qu'être oulipien. Vous me disiez c'est partager un univers de référence. Hein. C'est ça. Ça marche avec les autres auteurs qui sont membres du club que vous présidez désormais, de ce mouvement littéraire. Ça peut marcher aussi pour les lecteurs. On ne naît pas oulipien, on le devient. Ça reste aussi une des questions. Est-ce que l'un de vos livres échappe aujourd'hui à cette contrainte oulipienne? Est-ce qu'on pourrait imaginer un projet dont la contrainte serait d'écrire sans contrainte? C'est le cas de, par exemple, Toutes les familles heureuses. Il n'y a pas de contrainte. J'ai fait 18 chapitres parce que pour moi, le 18 était le symbole de l'émancipation. Pas seulement à cause des 18 ans, mais parce que c'est 2 x 9, et que 9, c'est le symbole de la nouveauté, littéralement, et qu'on 2 x 9, c'était cette idée de l'émancipation totale. Mais à part cette notion de 18 chapitres, c'est un livre totalement sans contrainte. Cette idée de vérité que vous évoquiez, ce n'est pas une contrainte? Non, ce n'est pas une contrainte. La contrainte, c'est une contrainte qui est une contrainte de construction, une contrainte de langue ou une contrainte de rythmique ou de rimique, mais c'est absolument pas la vérité. Enfin, tenter d'aller vers la vérité n'est pas une contrainte. Le fait de s'imposer d'écrire une fiction n'est pas non plus une contrainte. C'est juste là, on est plutôt dans quelque chose qui est la démarche. La contrainte, c'est quelque chose qui, à l'Oulipo, est assez défini, c'est-à-dire que c'est soit une procédure, soit un procédé, soit une règle, soit une consigne. Enfin, il y a toute une série de petites typologies qui permettent de construire un livre, mais il arrive parfois que les Oulipiens écrivent absolument sans contrainte. Notre président précédent, Paul Fournel, écrivait parfois des livres totalement sans contrainte. Et il est resté membre. Et président. Et président. Dans Joconde, enfin on ne sait pas, puisque maintenant c'est vous le président. Ah, mais il l'a été longtemps. Oui. Dans Joconde jusqu'à 100, vous avez rassemblé, imaginé, Hervé Letellier, plus de 200 points de vue sur le célèbre tableau du Louvre. Est-ce que vous pensez que la littérature est aussi une affaire de point de vue? Oui. Alors, c'est une affaire de point de vue d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a des principes qui sont des principes différents selon les auteurs. Il y a des poètes du cri, des poètes qui sont des poètes de la douleur, des poètes et des poètes qui sont des poètes de la connivence, des poètes de la solitude, et des poètes qui sont ou des écrivains qui sont des écrivains du collectif. Moi, je me situe plutôt dans l'écriture collective, dans quelque chose qui prend toujours le collectif comme étant un objectif. Et je me situe aussi plutôt dans une écriture de la simplicité que dans une écriture de la complexité. Donc, il y a forcément des points de vue et des manières dont on s'adresse au lecteur. Mais ce qui me semble essentiel à l'Oulipo, c'est cette idée de complicité. C'est-à-dire qu'on a parlé de connivence, mais je pense qu'il y a toujours systématiquement ça. C'est-à-dire la volonté de considérer son lecteur comme quelqu'un avec qui on va jouer. Non seulement on va jouer avec lui, mais on va parfois se jouer de lui. Et les deux coexistent dans une dimension qui est une dimension qui n'est pas ironique, parce que se jouer d'un lecteur, c'est pas pour le détourner de la lecture, c'est pour qu'à la fin de sa lecture, il soit surpris. Et on s'est joué de lui, mais simultanément, il n'est pas mécontent qu'on se soit joué de lui, puisqu'il se rend compte quand même qu'on a joué avec lui. Par exemple, un livre comme Italo Calvino, comme le livre d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, c'est un livre qui, pour un lecteur, est un livre où on s'arrache les cheveux. C'est-à-dire que le lecteur, au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre, on est furieux contre l'auteur. Furieux. C'est un livre dans lequel, à chaque fois, Calvino commence un nouveau roman. Et à chaque fois, on s'attache au personnage, parce que Calvino est un formidable conteur. Et à chaque fois, il abandonne les personnages et il dit « Ah, c'est dommage, on passe à autre chose ». Donc ça, c'est une sorte de leçon de morale sur ce que c'est qu'un livre.
Parce qu'un livre, c'est quelque chose qui, une fois qu'on l'a fini, on l'abandonne et la virtualité des personnages prend toute sa dimension dramatique, qui est que le livre est abandonné et que les personnages, on n'aura pas la suite. C'est pas Tintin. Tintin, il y aura le retour de Tintin. Dans le livre et le roman, il y a une sorte d'abandon qui est le fait que les personnages sont pris dans cet univers de 350 pages et qu'ils y resteront à jamais. Le pacte de confiance, il est quand même là. Le pacte est là. Ouais. L'anomalie, finalement, c'est vous, en fait, Hervé Letellier. Est-ce que vous êtes fier d'être cette anomalie? Fier, je sais. Moi, j'essaie d'être le moins fier possible. J'ai toujours l'impression que on ne peut pas mériter ce qu'on a. Donc, je suis dans un rapport à la récompense qui est un rapport compliqué. Peut-être aussi c'est une histoire familiale qui se joue là. Hein, c'est-à-dire que j'ai jamais eu envie d'être récompensé par quelque chose. C'est assez ironique d'une certaine manière que j'ai reçu le prix Goncourt au moment où, quelques années après la mort de ma mère, d'une certaine manière, comme si j'avais pas voulu lui faire plaisir avant. Il y a un petit peu ça aussi, peut-être dans la chose, d'avoir voulu jouer avec les codes du best-seller au moment où ça n'avait plus l'importance de faire un best-seller. Donc l'idée de la récompense et de la fierté, ça m'est assez étranger et je pense que c'est assez sain que ça le reste. Enfin, j'aimerais pouvoir continuer à avoir honte de moi. Merci beaucoup, Merci Hervé Letellier, merci. On discute ensemble en direct enfin, c'est visible hein, par ceux qui sont de l'autre côté de leur petit écran et qui sont malheureusement pas dans la salle avec nous, sur le site de la BNF. Il y a peut-être 2-3 questions qui sont arrivées. On va regarder ça. Merci beaucoup. Oh. Combien de temps... Là, vous avez peur, ça y est? Non, mais je vois la question. Combien de temps avez-vous mis pour faire le portrait de tous les héros, y compris leur double? Bon, ça dépend vraiment des... Bon, comme c'est un roman de roman, les deux plus simples pour moi étaient finalement Blake, donc le tueur à gages, qui était une sorte de balle qui traversait tout le roman, qui partait du premier chapitre, qui allait jusqu'au dernier. Et là, c'était relativement simple. J'avais cette phase, ce moment un petit peu trouble du milieu, je ne vais pas trop révéler, mais où Blake s'affronte à l'autre Blake, qui m'intéressait. Et puis l'autre personnage, c'était Victor Misol, pour lequel c'était plus simple. Pour les autres, c'était... je peux difficilement dire comment ça s'est passé. C'est un livre qui a commencé dans ma tête, a germé en fin 2018, et que j'ai vraiment achevé en janvier 2020. Donc c'est un livre que j'ai écrit relativement vite, à un moment où j'avais beaucoup de temps dégagé pour l'écrire, volontairement. C'est assez rare que j'écrive un livre de ce volume aussi vite. Si je prends par exemple un autre livre qui s'appelle Électrico W, il m'a fallu 3 ans pour l'écrire, donc c'est beaucoup plus long. Donc c'est compliqué. Je pense aussi que c'est parce que ça fonctionnait sur des... ça m'a pris pas trop de temps, parce que ça fonctionnait sur des codes qui m'amusaient. Je voulais que ça aille vite dans l'écriture pour que finalement le jeu qui était mon propre jeu se sente pour entraîner le lecteur dans le même jeu. C'est-à-dire que parfois on écrit vite aussi pour que ça soit lu vite. Et j'avais aussi ce projet. Que ça soit un livre que les gens ont envie de prendre et de poser au bout de 4 jours en ayant fini. Et pas un livre qui reste sur une table, ce qui est très honorable. Un livre peut rester sur une table pendant un mois et demi, et être lu petit à petit. Je voulais pas ce genre de livre-là. Mais c'est quand même aussi un livre qui se relit, hein, parce qu'il y a, comme on l'évoquait, beaucoup de références et qu'on n'attrape pas forcément à la première lecture. C'est vrai, mais j'avais un projet qui était que les références soient invisibles pour ceux qui ne les connaissaient pas. Je ne voulais pas justement cette idée que la référence soit une référence pour la référence. Même si on commence un chapitre par tous les vols sereins se ressemblent, chaque vol turbulent est de sa façon, il n'y a pas besoin de reconnaître Anna Karénine. On peut très bien savoir que c'est un début de chapitre amusant qui parle en fait de l'aéronautique et des problèmes météorologiques dans un avion. Et puis après, si on se dit « Ah, mais ça ressemble à toutes les familles heureuses » et qui fait référence évidemment au bouquin précédent. Donc il y avait cette idée que l'intertextualité, que la référence ne soit jamais un frein. Jamais. Et que ça soit finalement un livre entièrement linéaire qui, vous avez raison, peut être lu une deuxième fois avec peut-être... on va découvrir des œufs de Pâques, on va découvrir des petits raisins dans le clafoutis, mais avant tout, c'est un livre qui est un livre d'une grande linéarité, malgré la dispersion des personnages, malgré les interactions, malgré les rebondissements, c'est un livre linéaire.
Ce qui est fascinant, et Anomalie toujours, c'est que vous êtes en train de devenir un des plus gros cartons de l'histoire du Goncourt, un des Goncourt qui se vend le mieux. Alors l'époque veut peut-être ça, le livre aussi le permet, mais maintenant il va falloir passer le relais. Oui. Et c'est justement un internaute qui vous demande quels sont ces auteurs contemporains, vos auteurs contemporains de langue française, ceux que vous recommandez. Alors, tous mes camarades de l'Oulipo, mais il y a qu'à aller sur le site pour voir qui ils sont. Il y a le dernier livre qui vient de sortir, qui est magnifique, qui est un livre d'Edouard Dauberti, qui s'appelle Un père étranger, qui est un très beau livre qui mélange à la fois la fiction et une quête familiale et paternelle, qui est un très beau livre qui vient de paraître à la Contralée. Il y a, dans les auteurs contemporains, moi j'ai 4 auteurs que j'aime énormément, qui sont respectivement Chevillard, dont j'aime beaucoup la quasi-totalité des livres et surtout les formes courtes chez Chevillard que je trouve merveilleuses. Grégoire Bouillet, qui est un auteur que je trouve fascinant parce qu'il arrive à transformer sa vie en une œuvre romanesque incroyablement foisonnante et puissante, avec un livre en 2 volumes qui s'appelle Le Dossier M, qui doit représenter 6 millions de signes, mais qui est génial. Et Schnoz, que j'aime aussi vraiment énormément. Voilà, enfin, j'ai énuméré ça, je crois que ça va là déjà. Avec ces 3-là, il y a une bonne dose déjà pour remplir départ. Sa bibliothèque. Oui, pour remplir sa bibliothèque. Déjà. Merci beaucoup à vous, Merci à vous. Atelier. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, à la même heure, donc mardi prochain, je le disais, on ouvre avec Hervé Letellier ce soir une série de masterclass, de conférences littéraires ici à la BNF. On a plaisir, malgré le contexte sanitaire, que ces masterclass puissent reprendre. Ce sera avec Lola Lafont, la romancière qui vient d'obtenir d'ailleurs le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. C'est notre lauréate à nous cette année. Et elle sera interviewée par Zoé Sfez à suivre, donc à 18h30 la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à vous.